Le Brésil, ordre et progrès. Ordem et progresso, la devise inspirée d'Auguste Comte. Normalement, avec une devise pareille, la perspective de censurer le débat public aurait dû être inimaginable. Eh ben, vous me direz, un pays qui a aussi comme devise liberté, égalité, fraternité n'aurait pas dû enfermer les gens chez eux pour une grande grippe mondiale. Et pourtant, c'est arrivé. Alors, on voit que tout arrive en réalité. Et le cas du Brésil, il est fascinant sur le plan historique, précisément parce que on a un renversement de polarité, en particulier autour de 3 thèmes: la CIA, la CIA et la CIA. Là, vraiment, dans ce qui se passe au Brésil, la grille de lecture principale, c'est l'agence à 3 lettres qui est devenue un État dans l'État, qui est vraiment le constituant principal de l'État profond aux États-Unis, la CIA. Alors pourquoi? D'abord, il se passe quoi au Brésil? Vous avez un des juges de la Cour suprême, le plus puissant de très loin. Alors on l'appelle Lord Voldemort, on peut l'appeler Palpatine aussi. Il rappelle le Judge Doom dans Roger Rabbit. Vraiment, on a quelqu'un qui, vraiment comme Klaus Schwab quand il s'habille en noir en mode dictateur interstellaire, bah Alexandre de Moraes, là vraiment vous avez la même structure, et d'ailleurs Musk lui cogne dessus sans discontinuer depuis plusieurs jours pour cette raison, parce que Alexandre de Moraes lui rend bien. Qui c'est ce type? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit X de façon unilatérale, lui tout seul, il se dit comme ça: allez, j'ai envie d'interdire X, je suis un des juges de la Cour suprême, j'ai le droit de faire ça. Ça se discute, est-ce que c'est constitutionnel? Bon, le type il s'en fout, vous savez, il a un pouvoir démesuré, il fait, et ensuite il pourra dire: attendez, je suis juge donc j'ai raison. Enfin, c'est normal quoi, c'est comme la théorie exécutive, unitaire pardon de l'exécutif, la théorie unitaire de l'exécutif aux États-Unis, c'est la théorie selon laquelle, l'interprétation selon laquelle tout ce que le président fait est légal, par le fait même qu'il est président. Évidemment, c'est une interprétation, mais bon, si vous avez suffisamment de gens qui y croient, suffisamment de juges de la Cour suprême aux États-Unis qui y croient, bah, ça devient un fait. Et au fond, on voit bien que c'est ça la justice. Regardez dernièrement en France, il y a eu un non-lieu pour dissimulation et destruction de preuves dans l'affaire Benalla. Il y a un coffre-fort qui disparaît, ben non, c'est pas de la dissimulation de preuves. Vous savez, il suffit que le consensus soit là, il suffit qu'il y ait suffisamment de juges, même de magistrats du siège en l'occurrence, puisque c'est un juge d'instruction qui a rendu ça, bah, si vous en avez suffisamment qui pensent comme ça, qui sont influencés comme ça, qui dînent avec les mêmes personnes, qui fréquentent les mêmes clubs, etc., bon bah ça devient normal. Une constitution, vous savez, elle est seulement aussi solide que la détermination des gens qui veulent la défendre. Musk a rappelé ça d'ailleurs, mais il a tout à fait raison, c'est un principe général. Une constitution n'est aussi solide que la détermination des gens qui sont prêts à la défendre. Si les gens ne sont pas déterminés à défendre une constitution, les droits fondamentaux, l'ordre et le progrès dans le cas brésilien, bah après tout, aucun souci. Et puis, c'est pas la première fois que vous avez des dictatures au Brésil. Justement. Vous avez eu, donc après, Juscelino Kubitschek, le fondateur de la ville de Brasilia, donc le mec qui a dit: allez hop, notre pays est beaucoup trop orienté vers la côte, on va créer, à partir de rien, une capitale en plein cœur du Brésil pour essayer de redéployer les activités, avec son urbanisme total qui devait ressembler à un Condor. Bon, c'est très partiellement un échec, mais bon, l'Amérique du Sud à l'époque avait l'utopie socialiste à cœur, les Américains voyaient ça d'un très mauvais œil, bien avant même la fondation de la CIA, si vous voulez vraiment revenir dans le détail, c'est-à-dire que les ingérences dans l'Amérique du Sud, pour les Américains, elles remontent à la fameuse doctrine Monroe, donc le 19e siècle, qui considère que tout l'hémisphère d'extrême Occident étant les Amériques, Nord-Sud, est la sphère d'influence américaine. Et donc, dans ce contexte-là, les Américains se réservent le droit d'agir, qu'ils soient démocrates ou républicains. Les démocrates du temps où ils étaient esclavagistes hardcore, les États du Sud, quand il y a eu sécession aux États-Unis, bah, eux étaient déterminés à créer un empire esclavagiste. Il y avait toute une théorie pour créer un empire esclavagiste au Mexique, etc. Ce qui fera dire d'ailleurs au Mexique, pauvre Mexique, si loin de Dieu et si proche des États-Unis. Donc cette influence américaine, bien sûr, vous avez eu la United Fruit Company, Dole, etc., avec donc les coups d'État bananiers, ce qui a donné le nom aux républiques bananières, et puis après, donc l'Anaconda Mining Company avec les Rockefeller, etc. D'une façon générale, les Américains se sont réservé le droit d'intervenir dans les affaires de toute l'Amérique du Sud, et l'Amérique centrale, bien sûr. Et ça, ça a donné, après l'OSS, l'Office of Strategic Service pendant la Deuxième Guerre mondiale, la CIA. La CIA est rapidement devenue un État dans l'État. Un de ses contre-pouvoirs au début, c'était le FBI, mais le FBI qui était aussi un État dans l'État, un État profond et administration qui persiste à travers plein de présidents, parce que J. Edgar Hoover, son premier homme fort, bien que le fondateur du FBI fût un descendant de Napoléon, c'est assez marrant, Napoléon III. Eh bien, J. Edgar Hoover
lui, avait des dossiers sur tout le monde. Il avait les plus grandes archives du pays, mais rapidement, la CIA a obtenu des archives sur lui, notamment donc sur sa sexualité compliquée, via la mafia, très certainement. Plusieurs témoins avaient rapporté ça, plusieurs sources avaient rapporté que c'était la mafia qui avait permis de faire chanter J. Edgar Hoover, ce qui fait que jamais J. Edgar Hoover s'est opposé à la CIA. Jamais. D'ailleurs, il s'est même opposé à l'idée même que la mafia existe, hein, jusqu'aux années 50 et la commission Kefauver. Edgar Hoover niait l'existence de la mafia, niait l'existence du crime organisé. Pour lui, il n'y avait que des braqueurs de banque comme John Dillinger, etc. Donc la CIA a commencé à prendre du poids, et le problème quand vous avez un chien de garde comme la CIA ou une organisation capable de faire des coups d'État, c'est que rapidement, elle peut faire un coup d'État domestique, chez elle. Et c'est ce que lui reproche RFK, Robert Fitzgerald Kennedy, le fils junior, hein, donc le fils de RFK, le frère de JFK, qui était ministre de la Justice, et qui lui-même déjà avait voulu attaquer J. Edgar Hoover, l'État profond, la CIA, et qui était convaincu, et RFK Jr. l'est aussi, que la CIA avait fait assassiner donc son frère John Fitzgerald Kennedy. Encore aujourd'hui, j'en suis totalement convaincu moi-même, la CIA, avec l'aide de la mafia, pour tout un tas de raisons, mais il suffit de regarder ce que disait JFK de la CIA à l'époque. Il voulait l'éclater, il voulait l'exploser en 1 million de morceaux, c'est ce qu'il avait dit. Il était tenu responsable pour l'échec de la baie des cochons, on considérait qu'il n'était pas assez violent sur Cuba et sur le Vietnam. Ça faisait beaucoup de raisons pour la CIA de le liquider. Bon, pourquoi tout ça, ça a trait à ce qui se passe au Brésil? Normalement, une interdiction de Twitter, elle est là pour empêcher la CIA de faire un coup d'État chez vous. Quand les Chinois interdisent Twitter, c'est pour ça. Même raison pour laquelle ils interdisent Facebook, même raison pour laquelle ils interdisent Google. Quand on interdit Twitter, c'est pour éviter la CIA de faire une révolution colorée, parce que la CIA utilise les réseaux sociaux américains pour fomenter des révolutions colorées. Ils l'ont fait avec la révolution orange en Ukraine qui a foiré, mais ensuite ils ont eu Euromaïdan qui lui a réussi. Ils l'avaient fait en Bulgarie aussi, en 2013, quand vous aviez eu une grande révolution Facebook. Alors je vous rappelle le contexte, et il se trouve que j'y étais physiquement, j'avais appris à crier ordure rouge en bulgare, Boklusi Shelveni, et puis à crier démission, Ostavka. Voilà, j'étais là en 2013. Et qu'est-ce que j'avais vu sur place? Eh ben, la Bulgarie avait nommé un ministre, enfin pas un ministre, un chef de la police secrète. La police secrète s'appelle le DANS, et ce chef de la police secrète était un mafieux. Vous me direz, rien de nouveau sous le soleil. La CIA s'en est servi pour créer une page Facebook qui s'appelait Dance With Me, donc c'est un bon slogan de Madison Avenue, et ce Dance With Me, eh bien, a été crédité de 30, 40, 60 000 followers très rapidement, donc ça a empouvoiré les gens, comme on dit, ils sont allés dans la rue, ils ont protesté, alors pas comme en France, hein, où les barricades ont été remplacées par des barbecues, on a le droit d'aller griller des merguez entre Bastille et République tant qu'on veut, mais si on fait mine d'avoir l'intention de s'approcher de l'Élysée, là ça tirera à balles réelles. Eh ben, dans le cas bulgare, non, ils manifestent cash sous les fenêtres du Premier ministre, parce qu'eux, ils n'ont pas eu tout un tas de révolutions, de républiques différentes qui ont appris au pouvoir public à forcer les gens à déclarer leurs manifestations, enfin, à créer tout un tas de tampons. Non. Typiquement, en Bulgarie, ils n'avaient pas ça. Et donc, ça fait que le gouvernement saute, mais ce nouveau chef de la police secrète, la première chose que fait le nouveau gouvernement, c'est pas de changer le chef de la police secrète, justement, c'est d'interdire le pipeline russe, déjà à l'époque. Et ça, c'est ce que voulait la CIA, et c'est le principe d'une révolution colorée. La CIA, faut comprendre, c'est vraiment l'élite en matière de services de renseignement. Non pas qu'ils font pas d'erreur, non pas qu'ils n'avaient pas vu venir, par exemple, la situation en Tunisie, bien que très rapidement, ils ont tiré les marrons du feu dans les autres révolutions colorées, typiquement la Libye. Là, c'est la CIA entièrement qui a organisé ça. Donc autant la CIA avait pas vu venir ce qui s'est passé en Tunisie, autant ils ont très rapidement repris la main par la suite dans le monde arabe. Mais là où je vous dis que c'est l'élite, c'est que faire des coups d'État pour un service de renseignement, c'est la base. C'est le job. Mais normalement, vous butez les gens. Un coup d'État, bon, si vous êtes par exemple le SDEC pendant les débuts de la France-Afrique avec Jacques Foccart, etc., bah, vous tuez les gens. Vous tuez Sankara, vous tuez... Bon. La CIA, elle peut tuer, il n'y a pas de problème. Elle se gêne pas pour le faire, mais elle a un niveau de sophistication, un niveau d'influence qui est infiniment plus grand, infiniment plus puissant. La CIA, elle peut vraiment américaniser des régimes, elle peut contrôler les médias. L'opération Mockingbird l'a démontré, hein, donc c'est complètement connu aujourd'hui. L'opération Mockingbird, la CIA a infiltré les rédactions pour que les rédactions développent un narratif, un récit qui aille dans son sens, et censure les histoires qui n'iraient pas dans son sens. Donc la CIA, vraiment, c'est la crème de la crème, faut leur reconnaître ça, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Le SVR russe aujourd'hui,
qui est donc le descendant des services extérieurs du KGB, ne peut pas faire ça. Le KGB avant pouvait dans une certaine mesure, mais pas à ce niveau-là. Certes, le KGB avait infiltré tout un tas de mouvements politiques en Europe, notamment les Grünen en Allemagne, c'est la raison pour laquelle ils avaient démantelé les centrales nucléaires. Mais ensuite, la CIA a récupéré les Grünen quand l'Union soviétique s'est effondrée et que le KGB n'avait plus cette influence. Il y a gardé quelques contacts, mais d'une façon générale, la CIA a récupéré d'anciens apparatchiks, d'anciens membres de la nomenclatura influencés par le KGB très rapidement. Vous savez, un politicien, dès qu'il voit le vent tourner, il sait dans quelle direction il faut voter, influencer. Bon. Donc, normalement, quand on interdit un réseau social comme Twitter, X maintenant, c'est pour empêcher la CIA de prendre le contrôle. Donc c'est pour ça, encore une fois, que la Corée du Nord l'a interdit, que la Chine l'a interdit, que la Russie l'a interdit. Là, le Brésil l'interdit. Et bien là où je vous dis que c'est historique, c'est que cette fois, c'est le contraire. C'est pour empêcher le petit groupe qui s'est formé pour lutter frontalement et loyalement contre l'État profond aux États-Unis de prendre la main. Et donc en fait, le Brésil est devenu une base de repli de la CIA. C'est vraiment l'analyse que je veux développer dans cette vidéo. Mon point de vue, mon intime conviction, c'est qu'aujourd'hui, le Brésil est une base de repli de la CIA dans cette guerre civile silencieuse qui est en train de se jouer aux États-Unis. Parce que oui, ce qu'il se passe. D'abord, la CIA a tenté d'assassiner Trump, soyons sérieux, avec le FBI, exactement comme pour Kennedy. Ils ont tenté de lui faire une Kennedy, pas de problème. Ils l'ont raté complètement. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, J.D. Vance et Donald Trump, quand ils font des discours, il y a des vitres blindées autour d'eux. Ils sont extrêmement populaires et pourtant, vous avez vu, Opération Mockingbird toujours, les médias n'en parlent quasiment plus. Si ça avait été Biden, ça aurait été un héros mondial de la démocratie, quasiment un martyr. Pareil pour Kamala, qui donne très peu d'interviews, parce qu'on voit, alors Biden, autant, lui, c'était la sénilité. Kamala, on voit, c'est simplement qu'elle est bête. C'est une personne idiote, et son idiotie se voit, elle saute aux yeux. C'est une personne qui peut pas parler sans prompteur, et qui a besoin d'être prise par la main, et ce qui est complètement dingue, c'est que dans sa dernière interview complètement contrôlée, avec quelqu'un qui lui tient la main, et qui est gentil, et qui lui pose pas de questions dérangeantes, elle tient pas la route, et tout son parti est là, et annonce dans les médias que c'est quasiment comme si elle avait fait un alunissage. Donc, vraiment, on a la même affaire qu'avec Biden, où on nous a caché sa sénilité pendant donc 2 fois 4 ans. Et, pardon, moi j'ai l'impression que ça a duré trop longtemps, pendant seulement 4 ans, mais ça a duré comme 8. Mais dans le cas donc de Kamala Harris, là maintenant il s'agit de cacher son incompétence et sa bêtise crasse. Et c'est pour ça que de la même façon que vous avez des gens dans les médias français qui ont dit que Biden était un cador, je vous jure, il a été dit ça. Il fallait quand même être complètement cinglé ou influencé par la CIA pour croire que Biden était un cador. Là maintenant on va vous dire que Kamala Harris, elle est complètement incroyable. Il y a même eu un titre de presse qui vous disait « Oh là là, elle peut casser un œuf d'une seule main ». Oui, du coup elle est complètement qualifiée pour diriger la première puissance mondiale, vous imaginez bien. Et puis bon, ça me fait toujours marrer de voir qu'après des décennies de féminisme, on en arrive à titrer que Kamala Harris, candidate femme des démocrates aux présidentielles américaines, a la vertu exceptionnelle de péter les œufs d'une seule main, sans mauvais jeu de mots, c'est absolument remarquable. Donc, on a une guerre civile aujourd'hui aux États-Unis. Trump vraiment a tenté de drainer le marais. Bien sûr, il y a plein de trucs qu'il n'a pas pu faire, mais il a menacé l'État profond. C'est pas pour rien que les élections ont été truquées. Alors oui, maintenant on peut dire truquées, je vous rappelle que c'est complètement admis. Zuckerberg a confirmé qu'il avait censuré, à la demande du FBI, qu'il avait censuré l'information du portable de Hunter Biden. Ça, c'est un trucage des élections. Bien sûr, on peut se poser la question de savoir s'il y a eu trucage aussi dans les machines à voter. Alors, comme je vous l'ai dit, de base, quand je travaillais pour une société de cybersécurité américaine, clairement, le hacker en chef m'a dit « Oui, on peut hacker les machines à voter ». Et il l'avait dit dans la presse. C'est ouvert, c'est source ouverte. Donc, c'est possible. Est-ce que ça a eu lieu ? Je vous laisse vous faire votre opinion. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut déjà dire que les élections américaines qui ont vu Biden arriver au pouvoir ont été truquées, tout simplement parce que même si on exclut la possibilité que des migrants sans papier aient pu voter, ce qui est très probable et ce qui est déjà arrivé dans d'autres élections aux États-Unis, pas forcément des présidentielles, mais dans d'autres élections, on en a les preuves. Même si on exclut ça, même si on exclut un trucage des machines à voter, le trucage de l'information, vous avez la censure, donc les Twitter Files l'ont démontré, mais maintenant Zuckerberg le confirme, ça, c'est un trucage de l'élection. Ça, factuellement, démocratiquement, quand vous interdisez certaines informations de paraître pour le public, c'est vraiment un trucage de l'élection. Donc on a eu un trucage des élections qui ont vu venir Biden au pouvoir. C'est un fait aujourd'hui. Ça a été bien sûr présenté comme complotiste, comme d'habitude, par les chiens de garde, mais c'est un fait avéré aujourd'hui. Donc,
S'il n'y aurait pas eu ce coup d'État, si, parce que c'est un coup d'État quand vous truquez les élections, si Trump n'avait pas réellement menacé les intérêts de l'État profond, il n'a pas pu tout faire, on l'a bloqué, on lui a amené à faire de l'ingérence russe, on a essayé de le destituer pas une, mais 2 fois en 4 ans, 2 tentatives de destitution pour Trump en 4 ans. On l'a fait, alors vous avez tout vu maintenant, même après les élections, on l'a fait comparaître en justice, on l'a condamné de crimes, felony, c'est des crimes, et on lui a fait même un mugshot, etc. Enfin, tout a été fait pour Trump, et comme ça ne marchait pas, vous avez l'État profond qui a tenté de le buter. Donc là, quand même, vous pouvez être sûr qu'il menace l'État profond. Alors ajoutez à ça qu'ils l'ont raté, qu'il a RFK qui le soutient, donc Robert Fitzgerald Kennedy qui le soutient, qui lui amène des voix. Et les démocrates ont tenté, par une manœuvre frauduleuse, de forcer RFK à se présenter aux élections. Vous vous rendez compte? Je savais même pas que c'était possible de forcer un candidat à se présenter au présidentiel. Eh ben si, les démocrates ont tenté ça. Et pire que ça, vous avez une nouvelle prise, c'est Tulsi Gabbard, qui est ancienne démocrate, elle aussi, femme politique remarquable. Alors là, c'est pas Kamala Harris, là, on a vraiment affaire à une femme brillante, dévouée, qui a fait l'armée, quelqu'un de remarquable. Et puis vous avez Elon Musk. Donc avec ce quatuor, à savoir donc Trump, Musk, Gabbard et RFK, alors vous ajoutez un quintet avec J.D. Vance, là vous avez quelque chose de très sérieux. Et ce quintet, du coup, en comptant J.D. Vance, menace frontalement l'État profond. Et le rachat de Twitter, devenu X, par Elon Musk est un problème, est une faille dans la Full Spectrum Dominance. Rappelez-vous, Full Spectrum Dominance, c'est ce concept pendant la guerre froide, selon lequel les États-Unis doivent contrôler tous les fronts, le front de l'information, le front de l'innovation, le front de l'économie, et que si jamais les Russes devenaient bons sur un seul des fronts, ça créerait une faille, et qu'il fallait donc cette dominance sur tous les fronts, full spectrum dominance. Vous avez F. William Engdahl, grand journaliste d'investigation allemand qui vit à Francfort. C'est lui qui a produit le bouquin d'autorité sur Monsanto, Les graines de la destruction, Seeds of Destruction en anglais. Je ne sais pas s'il a été traduit comme Les graines de la destruction en français, mais très bon ouvrage. C'est lui aussi qui a produit une des références dans la géopolitique du pétrole que je recommandais à tous mes élèves quand j'enseignais à l'école centrale, notamment la géopolitique, à savoir donc A Century of War. F. William Engdahl a produit donc le meilleur bouquin sur le concept de full spectrum dominance, et je vous le recommande très vivement. Donc Musk a créé une faille avec X dans la full spectrum dominance, parce que maintenant le récit ne peut plus être contrôlé parfaitement. Et on l'a vu, par exemple, le récit de la sénilité de Biden, il a été tabassé par X, qui avant le censurait. Quand Musk n'avait pas racheté X, ce récit était censuré. Le New York Post s'était vu censuré sur X, son compte avait été détruit. Parce que le New York Post avait osé montrer non seulement que Biden était sénile, mais que son clan était corrompu, des affaires de corruption extrêmement graves, alors que dans les médias dominants, typiquement sur CNN, on vous montrait Trump et ses condamnations, ses 34 condamnations pour felony, pour des felonies, donc crimes, alors que, en face, on avait le fils Biden, corruption, pédocriminalité, prostitution, il avait payé des prostituées avec l'argent de sa société sans le déclarer au fisc, il est tombé pour port d'armes illégal, il a consommé de la coke à la Maison-Blanche, mais on a juste dit non, on a trouvé de la coke à la Maison-Blanche, ça c'est factuel d'après les médias mainstream, mais on sait pas qui c'est. Alors que le portable de Hunter Biden démontre que c'est un cocaïnomane en phase terminale. Tant qu'ils avaient la full spectrum dominance, et je vous ai dit, la CIA contrôle les rédactions, ils pouvaient raconter ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient raconter qu'il n'y avait pas de nazis en Ukraine, ils pouvaient raconter que c'était les Russes qui avaient fait péter le Nord Stream. Le problème, c'est qu'avec X, vous avez une énorme faille dans le récit. Il n'y avait pas qu'avec X, vous aviez Telegram aussi. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui un crackdown, une descente de police, une descente de la CIA sur tout ça. Rumble également. Donc c'est bien pour ça que le PDG de Rumble, M. Pavlovski, s'est cassé au Canada, dont il est d'ailleurs ressortissant. Mais ça peut pas le protéger indéfiniment. Vous savez, le Canada a aussi des poussées fascisantes, comme on le voit. Mais en tout cas, quand on a d'un côté Pavel Durov, qui heureusement n'est pas des deux frères Durov, celui qui a fait les clés, qui a fait le système de cryptage, mais Pavel Durov qui est pris en otage, parce que c'est un otage, concrètement c'est un otage économique avec de bonnes vieilles méthodes de la CIA, à savoir on vous inculpe comme Pierucci, on va y revenir, rappelez-vous Pierucci, otage économique américain, le glorieux, l'héroïque Pierucci, qui travaillait pour Alstom, et il suffit de voir, le seul qui a eu le courage d'en parler, c'était Arnaud Montebourg, qui a donné le prix de la passe, littéralement. Il a montré que le patron d'Alstom n'avait rien fait pour protéger ses cadres, alors que sous Chirac, ça n'aurait pas été la même chose, croyez-moi bien.
Et Pierucci, donc, comme otage économique pour déstabiliser Alstom, pour la récupérer pour une bouchée de pain. Ça, ce sont les méthodes classiques de la CIA. Et de la NSA, en l'occurrence, puisque c'est la NSA qui avait hacké les emails de Pierucci pour le faire pseudo-inculper de corruption aux États-Unis. Donc ça, ce sont les méthodes classiques, et vous les revoyez aujourd'hui avec Durov. Simplement, Macron avait été complètement un collabo. Rappelez-vous, dans l'affaire justement Pierucci-Alstom, Macron n'avait rien fait. Bercy n'avait rien fait. Et Macron est venu donc après Montebourg, l'héroïque Montebourg, pour faire la politique des États-Unis et revendre la France à la découpe, Alstom, la TCOR, Gemalto, ce que vous voulez. Eh ben, c'est normal du coup que Macron fasse la même chose aujourd'hui. Il fait ce qu'il a fait sous Pierucci maintenant, enfin pour Pierucci, pardon, pour la CIA, il le fait avec Durov, c'est la même histoire. Et la CIA, donc, a voulu faire pareil pour faire pression sur X en utilisant son asset principal qui est Alexandre de Moraes, donc au Brésil. Alors ce juge est de 100% un asset de la CIA, et on le voit de plein de manières différentes. D'abord, c'est lui qui avait fait mettre Lula en tôle pour les affaires de Petrobras, parce que Lula emmerdait bien la CIA à l'époque. Comme d'ailleurs, évidemment, Maduro emmerde la CIA au Venezuela, mais bon, Maduro, lui, il a l'autre gros défaut qu'il gère son pays littéralement n'importe comment. C'est quand on veut lutter contre la CIA, faut pas gérer son pays n'importe comment. Mais je reconnais qu'il lutte contre la CIA, je reconnais qu'il lutte contre l'impérialisme, je reconnais qu'en effet, il est un asset de la Russie dans la zone, enfin un allié considérable de la Russie et du système de paiement des BRICS. Justement, le Brésil, c'est le premier pays des BRICS dans l'acronyme, et c'est de loin le pays le plus infiltré par la CIA de tous les BRICS. La CIA n'a jamais autant infiltré un pays des BRICS que le Brésil. Parce que ça date. Vous avez le coup d'État de 1964, et Glenn Greenwald l'a rappelé sur X, justement. Il a rappelé que ce coup d'État, la presse mainstream l'avait présenté comme absolument pas lié à la CIA, mais en à peine 6 ans, ça avait paru à l'époque, parce que vous aviez encore, à l'époque, la CIA n'avait pas une full spectrum dominante sur les médias américains, c'est pour ça qu'elle va faire l'opération Mockingbird, qui dure encore aujourd'hui, dont l'héritage de l'opération Mockingbird dure encore aujourd'hui. Et ce contrôle de la presse, comme elle ne l'avait pas, vous avez des journalistes d'investigation à l'époque qui ont bien sûr révélé que le coup d'État de 64 était un coup d'État de la CIA, au principe de la doctrine Monroe. Vous aviez eu d'autres opérations, un débarquement américain, j'ai oublié comment il s'appelait ce projet, mais c'était donc une influence politique de la canonnière, donc pour soutenir le coup d'État de 64. Et puis, bien sûr, la CIA avait recyclé d'anciens de ses actifs l'OAS, l'Organisation Armée Secrète. Dans mes vidéos sur l'Algérie, je sais que ça avait fait débat. On me disait, mais non, mais les Américains voulaient bien que l'Algérie devienne indépendante. Faux. Kennedy voulait que l'Algérie devint indépendante. Mais pas la CIA, certainement pas. La CIA qui a fait tomber De Gaulle en 68, première grande révolution colorée. Pas la CIA. La CIA voulait surtout pas que l'Algérie devint indépendante. C'est Kennedy qui le voulait. Et la CIA a fait buter Kennedy. Et la preuve en est que la CIA, je l'avais déjà expliqué dans ses vidéos sur l'Algérie, mais je le réexplique là, la CIA a exfiltré tous les tortionnaires de l'OAS, à commencer par le général Ossares. Paul Ossares. Paul Ossares, où est-ce qu'il est allé? Au Brésil. Et c'est pas nouveau. On a eu d'anciens nazis au Brésil. On a eu Hans-Ulrich Rudel, on a eu Joseph Mengele. Attention, là, on rigole plus. On parle du boucher charcutier extrême. Enfin, c'est le plus barge des bouchers médicaux de l'histoire, avec le gars qui a fait l'unité 731 en Chine. Le japonais, donc, le Japon qui occupait la Mandchourie, et Nankin. Mais Mengele, c'était quand même... le niveau d'abomination, c'est Mengele. Où est-ce qu'il allait se planquer au Brésil avec l'aide de la CIA? Et donc Hans-Ulrich Rudel et d'autres, et Del Lecchiaie, Stefano Del Lecchiaie. Stefano Del Lecchiaie, c'est un type, vous voyez son regard, c'est un mec, vous avez l'impression qu'on lui a aspiré l'âme par les yeux. On parle d'un des types les plus flippants de l'affaire des années de plomb, de l'influence donc de Gladio, de l'influence de la CIA en Italie. Del Lecchiaie, où est-ce qu'il est allé se planquer? En Argentine, mais d'abord au Brésil. Donc, l'influence de la CIA au Brésil, c'est pas nouveau. C'est un point très important. Et elle a recyclé des tortionnaires avec l'école des Amériques, Paul Ossares en a fait partie. Donc ça commence à vous faire un petit roster assez sympatoche. Elle a des assets, la CIA, qu'elle travaille depuis très longtemps. Mais bon, je vous l'ai dit, le premier métier de la CIA, c'est de faire des coups d'État. Et là où elle a vraiment intégré son métier, parce que la CIA travaille beaucoup comme une société, comme une corporation, comme une multinationale d'ailleurs, elle contrôle des fonds, elle contrôle des hedge funds, elle contrôle des market makers, elle contrôle des moyens de financement occultes, opaques,
Et elle blanchit l'argent de la drogue via différentes banques partenaires. Parce qu'évidemment, oui, la CIA a fait du trafic de drogue, j'insiste, ça a même paru dans la presse mainstream. Au bout d'un moment, c'était l'affaire Iran-Contras. La CIA a trafiqué de la drogue. Il y a eu des liens entre la CIA et Pablo Escobar. Il y a même eu un film là-dessus, American Made, avec Tom Cruise, qui vous en parle très bien. Bien sûr que la CIA a fait du business avec Pablo Escobar. C'est la raison pour laquelle Pablo Escobar était intouchable avant les années 90. Parce que tant que Pablo Escobar les aidait à lutter contre l'influence soviétique en Amérique du Sud, Pablo Escobar était intouchable. Et ensuite, il a été liquidé après les années 90. Typiquement. Enfin, après le 91, quoi, après l'effondrement de l'URSS. Même histoire d'ailleurs d'une autre influence de la CIA, qui était Giulio Andreotti. Giulio Andreotti, alors là, c'est le Mitterrand italien, mais on aurait mieux à dire que c'est Mitterrand, le Andreotti français, parce que Andreotti a été beaucoup plus puissant que Tonton, beaucoup, beaucoup plus puissant. Il a été 7 fois chef du gouvernement, et tout le reste, il était soit ministre des Affaires étrangères, soit ministre de l'Intérieur, etc. Giulio Andreotti, il avait plein de surnoms, le pape noir Belzébuth, la première lettre de l'alphabet, le renard, le divin Jules, l'inoxydable, mais il disait, vous savez, ça me fait marrer parce qu'il y a 2 choses très développées chez moi. La première, c'est mon sens de l'humour, et la deuxième, c'est mes archives. Et quand j'ouvre mes archives, tous les autres la ferment. Parce que Giulio Andreotti, il avait les 2e plus grosses archives d'Italie après celles du Vatican. Donc le type était très au-dessus, par exemple, d'un Charles Pasqua en France. Vous aviez des contre-pouvoirs, Gaston Defferre à gauche, Charles Pasqua à droite. Mais, et puis Charles Pasqua n'était pas influencé par la CIA. Grande différence, Charles Pasqua, c'était le gaullisme, il luttait contre l'influence de la CIA. Mais Andreotti, eh ben, lui, il connaissait tous les dossiers de la CIA parce que la CIA, c'était la démocratie chrétienne. C'était parfait, la démocratie chrétienne. Ils sont démocrates, donc ils sont pas fascistes. Ils sont chrétiens, donc ils sont pas communistes. Donc la CIA avait fait monter les démocraties chrétiennes partout en Europe. Il y a qu'en France que ça a pas pris, avec donc Christine Boutin par la suite, parce que les gens qui votaient chrétiens-démocrates, en fait, ils votaient De Gaulle. Et le parti gaulliste était déjà beaucoup trop puissant. Donc il a phagocyté les voix qui auraient pu échoir aux chrétiens-démocrates, mais partout ailleurs en Europe, au Danemark, en Autriche, en Allemagne bien sûr, ce sont les chrétiens-démocrates qui ont été structurés par la CIA, et donc bien sûr, en Italie aussi avec Giulio Andreotti. Et bah Giulio Andreotti, il faut se rappeler, dès qu'il a commencé à balancer Gladio, parce qu'il était vraiment chrétien, il se confessait pour de vrai, dès qu'il a commencé à balancer les réseaux secrets de la CIA en Italie, il est mort. La CIA l'a fait sauter. Du jour au lendemain, Tangentopoli et Manipulite avec des juges. Même stratégie qu'au Brésil. C'est pour ça que je vous parle de tout ça. La CIA est capable de vous mettre des juges dans la gueule et de vous tuer comme ça. C'est ce qu'elle a fait avec Villepin pour l'affaire Clearstream. Tout de suite, des affaires Clearstream donc liées à la CIA au Luxembourg. Quand Condoleezza Rice a dit pour l'Irak, punissez les Français, pardonnez aux Allemands et oubliez les Russes, eh ben, punissez les Français, c'était dégommer la Chiraki. Ou comme l'avait dit la marionnette de Bernard Tapie dans Les Guignols de l'Info, empaler la Chiraki du fion jusqu'aux oreilles. Bah ça, c'est la CIA qui l'a fait. Vous croyez que c'est Sarko tout seul qui allait trouver un dossier foireux au Luxembourg et qui a su exploiter la faille comme ça? Mais pas du tout. Et d'ailleurs, ça a envoyé un message à toute la Chiraki, pas seulement à Villepin. Eh ben, la même façon qu'a eu la CIA de flinguer Bettino Craxi en Italie. J'oublie à Bettino Craxi, socialiste lui, donc techniquement opposant à Andreotti. Qu'est-ce qu'il avait fait Bettino Craxi? Il avait fait chier les Américains dans l'affaire de Sigonella, la crise de Sigonella, base américaine en Sicile, où vous aviez eu donc un avion arrêté, les Navy Seals voulaient le prendre, voulaient prendre le contrôle de cet avion et des suspects, et évidemment c'était sur le sol italien, donc Bettino Craxi a dit non, c'est nous qui arraisonnons cet avion, et c'est nous qui arrêtons les suspects. Et ben les Américains n'ont pas du tout aimé ça, vous aviez eu 2 rangées, les Navy Seals d'un côté et l'armée italienne de l'autre, ils ont failli se tirer dessus, c'était très grave. Reagan l'a très très mal pris, et la CIA a dégommé Bettino Craxi peu de temps après, toujours pareil avec des affaires juridiques, parce que bon, quand vous êtes la CIA, le but c'est que ça se voit pas. Alors vous avez 2 façons que ça ne se voit pas. La première, c'est que les rédactions soient dans votre camp et disent de la merde. Typiquement, ce sont les Russes qui ont fait péter Nord Stream, lapsus révélateur. Typiquement, ce sont les Russes qui ont fait péter Nord Stream. Ou quand vraiment Seymour Hersh arrive et dit mais non mais arrêtez vos conneries, enfin les rédactions faites un peu votre travail au bout d'un moment. Et ben là vous dites non c'est l'Ukraine. Bon, c'est pas la CIA, c'est l'Ukraine, c'est 2 pauvres gars qui se baladaient avec un yacht. Bon, ça, c'est 2 façons de faire du déni plausible. Donc, la première, c'est d'avoir les rédactions de votre côté, qui font que même si ça se sait, bah, vous aurez une presse collabo qui va dire non, la CIA n'y est pour rien, et c'est complotiste de dire que la CIA existe, c'est complotiste de dire qu'elle complote, c'est complotiste de dire qu'elle a des moyens pour faire des coups d'État. Qui paye les organisations qui vont vous dire que c'est complotiste?
Évidemment, vous l'aurez deviné, la CIA, qui finance via la National Endowment for Democracy les plus grandes organisations de fact-checking dans le monde, avec notamment l'ISD, l'Institute for Strategic Dialogue. Donc ça, c'est intelligent de la part de la CIA, je vous dirais, d'un point de vue échiquier, stratégique. Si vous voulez vraiment faire votre job, qui est de faire des coups d'État sans que ça se sache, avec le déni plausible, de dire non, on n'y est pour rien. C'est pas nous, on n'a jamais fait ça, la CIA, elle a un budget, mais on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle se renseigne, vous savez, c'est comme du temps du SDEC, hein, c'est le centre de documentation extérieure. Bah oui, parce que c'est-à-dire que nous, les Français, on se documente, on n'espionne pas. C'est Alain Chouet qui explique ça très bien dans son excellent bouquin que je vous recommande, Sagesse de l'espion. Il vous dit voilà, ce sont les autres qui espionnent, nous, on se documente. C'est un CDI, le SDEC, hein, c'est un centre d'information. Bon. Et de documentation, donc centre de documentation extérieure et de contre-espionnage, voilà, ça c'est le SDEC, parce que nous on n'espionne pas, on se documente et on contre-espionne. Bon, bah la CIA, pareil, elle espionne pas. Non, non, elle fait pas de coup d'État, pas du tout. Alors, on a les preuves qu'elle en fait, hein. Tous les 10 ans, ça finit par sortir. Mais vous aurez maintenant le nouveau développement de l'opération Mockingbird, qui sont les fact-checkers, qui vous répètent que c'est complotiste d'envisager que la CIA complote. Et le mot complotiste, bien sûr, d'où il vient? Il a été promu à l'époque de l'assassinat de Kennedy. Et c'était déjà le patron de la CIA de l'époque, Monsieur Harriman, Allen Dulles, qui avait fait promouvoir ce terme pour discréditer, faire de la character assassination, toutes les personnes qui disaient que Kennedy avait été assassiné par qui? Par la CIA. La CIA avait comploté pour assassiner Kennedy. Bah non, mais c'est complotiste de dire ça, parce que c'est complotiste d'envisager que la CIA a pu comploter alors qu'elle est payée pour ça. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que quand vous avez vraiment la crème de la crème du comploteur qu'est la CIA et du renverseur de gouvernement, elle va finir par faire un coup d'État aux États-Unis. Et ça vous donne l'État profond américain actuel, contre lequel lutte donc Trump, RFK, Tulsi Gabbard, J.D. Vance et Elon Musk, parce que oui, Elon Musk lutte contre l'État profond aux États-Unis. Bien sûr, il y a tout un tas de combats qu'il ne mène pas, et donc les gens sont très prompts à dire « Ah bah, il mène pas le combat X, il mène pas le combat Y, et ça se voit, et j'aurais aimé, moi, qu'il menât le combat X ou le combat Y. » Bon, ça, ce sont des gens qui n'ont jamais fait de politique ou qui n'ont jamais fait de stratégie dans leur vie. On ne peut pas mener tous les combats à la fois. Et oui, Musk ne mène pas le combat X et ne mène pas le combat Y, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas être sur tous les fronts, et qu'il ne peut pas tout mener, et qu'en politique, il faut faire des compromis, il faut faire des alliances, même avec des gens peu recommandables, et c'est clairement ce qu'a fait Musk, et ça se voit. Cependant, il est une menace pour l'État profond, il est une menace pour l'alliance de la CIA et du FBI et de la NSA qui contrôle le narratif, et on l'a vu quand il a fait sortir les Twitter Files, et au point même d'ailleurs qu'aujourd'hui Zuckerberg a retourné sa veste en disant « Oui, je confirme », contredisant ce que disaient les fact-checkers payés par la CIA, contredisant tout ça, je confirme, moi Mark Zuckerberg, que j'ai censuré des informations exactes en les appelant complotistes à la demande des agences à 3 lettres FBI, NSA, CIA. Donc oui, il l'a confirmé. Et la CIA utilise des juges dans la plupart des pays où elle fait des coups d'État. Typiquement, Imran Khan au Pakistan. Coup d'État organisé par la CIA, Imran Khan est en prison. Vous avez la même chose au Bangladesh aujourd'hui. La CIA, la meilleure façon pour elle pour faire des coups d'État, c'est d'utiliser les juges. Vous l'avez eu typiquement avec Fillon qui commençait à devenir un peu trop chiant, parce qu'il se rapprochait des Russes, et alors lui, Nord Stream, je pense pas que ce gazoduc aurait pu péter aussi facilement s'il avait été président, mais bon, on saura jamais en tout cas. Par contre, quand Villepin a sauté, c'était grâce à la CIA, avec des juges. Quand Bettino Craxi a sauté, c'était via la CIA, via des juges, par la CIA via des juges. Quand Andreotti a sauté, c'était par la CIA via des juges. Vous avez compris le principe. Maintenant, le Brésil. Eh bien, quand on a Lula, que la CIA espionne et surveille depuis 1966, avec son héritière, à savoir Dilma Rousseff, eh bien la CIA a fini par choper Lula. D'abord, ils lui ont mis la pression, et au final, ils l'ont retourné. Quand il était syndicaliste, vous imaginez bien que la CIA, qui avait causé le coup d'État de 64, voulait pas le voir prendre le pouvoir. Mais au final, ils l'ont tellement pressuré, Lula, quand il a dit que la découverte des gisements de Tupi et d'Iracema, qu'on appelle aujourd'hui les gisements pétroliers de Lula, eh bien, était la deuxième indépendance du Brésil. Eh ben la CIA lui a mis la main au collet, on trouve toujours quelque chose pour inculper quelqu'un, enfin je veux dire ça c'est pas un problème. De toute façon, il y a beaucoup de systèmes de loi où on est un peu coupable par défaut, mais je rappelle quand même le cas de Pavel Durov, qui dans la vraie vie a juste codé avec son frère une application qui garantit l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à savoir la protection de la vie privée et la protection des correspondances. C'est un des droits humains les plus fondamentaux,
qui est reconnue même par la première organisation mondiale internationale, qui est l'Union postale universelle à Berne, qui est bien avant les Nations Unies, qui date du 19e siècle, et qui déjà, elle, reconnaissait la protection des correspondances. Eh ben, dans la vraie vie, Pavel Durov et son frère ont juste codé une application pour garantir ce droit de l'homme, mais bon, dans les mains des bons juges, ça devient, bah non, vous êtes complice de tous les crimes qui se sont faits grâce au secret des correspondances. À chaque fois qu'on exerce un droit de l'homme, vous êtes coupable, si vous avez protégé ce droit de l'homme, vous êtes coupable des crimes qui ont été causés en utilisant ce droit de l'homme. Bah oui, tout à fait. Il vous suffit d'avoir les bons juges pour le faire, et c'est ce qui s'est passé avec Durov. Donc, est-ce que Lula était coupable dans l'affaire Petrobras ou pas ? Certainement un peu, certainement beaucoup, j'en sais rien, je suis pas dans le cas brésilien, j'ai pas suivi spécifiquement l'affaire Petrobras, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fait de la tôle, et que Dilma Rousseff aussi, et que la CIA l'a gardé au frais, et que quand il y a eu pire que lui, à savoir Bolsonaro, qui était un Trump en puissance, au Brésil, eh ben la CIA l'a sorti du frigo, et lui a dit « Maintenant, tu vas jouer avec nous ». Oui, quand tu nous cassais les couilles, on t'a mis en prison, c'est vrai. Mais maintenant, tu vas jouer, tu vas faire ce qu'on te dit. Et on a ce monsieur, alors Voldemort, mais c'est vrai, il ressemble, en plus il s'habille pareil, enfin, c'est spectaculaire. On a ce monsieur Voldemort, qui est un asset à nous, qui va bien surveiller que tu fais ce qu'on te dit, parce que sinon tu vas retourner en tôle. Et du coup, c'est comme ça que la CIA arrive à faire des coups d'État, et à s'emparer d'États, et à créer un État profond dans tout un tas de pays. Au Pakistan, Imran Khan est en prison, encore une fois. En Italie, la CIA a contrôlé jusqu'à Berlusconi. Même histoire. Andreotti a empêché Berlusconi d'arriver au pouvoir. Quand il a dégagé, qui est arrivé ? Berlusconi. Berlusconi a fait tout ce que la CIA voulait, jusqu'à ce qu'il fasse une erreur. Qui disent « je ne veux pas envahir la Libye parce que je viens d'y choper des concessions pétrolières importantes pour l'Italie, Ente Nazionale Hidrocarburi, Agip, là, le chien à 8 pattes ». Et bien là, quand vous avez Berlusconi qui se rapproche de Poutine et qui se rapproche de Kadhafi, qui le reçoit, et qui dit « je ne veux pas », via la base de Sigonella, toujours elle, avec l'OTAN, les frappes sont parties de la base de Sigonella, qui était donc en Sicile, la plus proche de la Libye. Quand il dit non, moi je veux pas, je vais en parler à mon pote Vladimir et je veux pas qu'on envahisse la Libye. Et ben du jour au lendemain, toutes les affaires de Berlusconi ressortent, bunga bunga, tout ce que vous voulez, exactement le même principe qu'avec Bettino Craxi et qu'avec Giulio Andreotti. Les mêmes. Les dossiers ressortent, alors il est intouchable tant qu'il bosse pour la CIA, comme Pablo Escobar d'ailleurs, intouchable, et dès qu'il commence à casser les couilles, alors là, on lui ressort tous les dossiers. Lula, c'était la même chose, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que on l'accablait tant qu'il était contre la CIA, on a fini par le mettre en tôle, et puis maintenant, on le sort du frigo, il est complètement aligné sur la CIA, et ça saute aux yeux d'ailleurs, et donc là, il n'a plus de problème. Et du coup, au Brésil, qu'est-ce qui se passe ? J'ai envie de prendre cette métaphore. Vous savez peut-être, ça a pas mal tourné sur Internet, c'est un phénomène biologique qui est connu, vous avez des parasites de certains insectes, typiquement les menthes religieuses, mais pas que, les criquets aussi, etc., qui sont donc des nématomorphes, on les appelle les vers gordiens, parce qu'ils s'en mêlent, comme le nœud gordien. Et donc ces nématodes, concrètement, quand vous prenez une menthe religieuse et que vous la trempez dans un verre d'eau, ils voient qu'elle va se noyer, et donc ils sortent par le cloaque de la menthe religieuse, et c'est assez horrible à voir, vous voyez tous ces vers qui sortent comme ça, vous doutiez pas qu'il y avait ces vers, qu'il y avait ces parasites dans la menthe religieuse, mais dès qu'elle est plongée dans l'eau, ils sortent comme ça. Vraiment mon analyse, c'est que c'est exactement ce qu'on est en train de voir avec l'État profond aujourd'hui aux États-Unis. Il est en panique et il se crée des bases de repli. Et sa meilleure base de repli possible aux Amériques, c'est le Brésil. Parce que le Brésil, ça reste l'hémisphère extrême occidental, ça reste la doctrine Monroe, la CIA y a des assets, des actifs depuis très longtemps, depuis au moins 64, mais en fait depuis avant, puisque 64 c'est le résultat d'une infiltration lente et méthodique par la CIA qui a permis de faire ce coup d'État. Donc là aujourd'hui, la CIA veut utiliser le Brésil comme sa base de repli parfaite. Et pour ça, elle doit interdire Twitter. Et elle veut même créer un précédent, parce qu'on a vraiment, comme les guerres civiles romaines, on a vraiment l'impression, vous savez, c'est César contre Pompée. Donc César, là en l'occurrence, c'est Donald Trump, Pompée qui quitte Rome, et qui va essayer, dans les autres provinces de l'Empire, d'organiser une contre-attaque. C'est exactement ce que l'on voit. Et vous aviez eu, par exemple, Pompée avait voulu se refaire en Égypte. Immédiatement, le frère de Cléopâtre VII, ou Cléopâtre, c'est Cléopâtre VII, avait voulu, la tuer, donner sa tête à César. Alors, César a été mignon, tu tues pas un Romain comme ça, donc ça a beau être mon pire ennemi, il a fait tuer le frère de Cléopâtre VII, et ensuite, par la suite, après la guerre civile, surtout la guerre civile entre Octavien et Marc-Antoine, donc après la mort de Jules César,
Eh bien, quand Octavien a gagné et qu'il est devenu Auguste, la première chose qu'il a faite, c'est il a fait de l'Égypte une province impériale, c'est-à-dire c'est sa propriété personnelle. Et l'Égypte, c'était le grenier à blé de toute la Méditerranée, avec les crues du Nil, donc c'était ultra riche, et c'est pour ça qu'on peut même pas imaginer la vraie richesse d'Auguste à l'époque, parce que le type possédait concrètement une province. Bah, tout ce qui se passe avec l'Empire américain, aujourd'hui, est ce qui se passait avec l'Empire romain à l'époque. Sauf que l'Empire américain, bien sûr, il n'a pas des provinces nominalement, il les a via la CIA. C'est là que je voulais en venir. Les gouverneurs qu'il a, ce sont les Chief of Stations de la CIA, ce sont les moyens d'influence. Mais c'est pas officiel. Il n'y a pas SPQR pour le Sénat et le peuple romain. C'est pas comme à cette époque-là, parce que là, vous aviez des révoltes. Les révoltes étaient plus évidentes, alors que l'avantage, évidemment, de la romanisation, de l'américanisation par la CIA, c'est que vous prenez des agents pro-américains qui vous disent, et c'est une phrase qui a vraiment été prononcée, je me sens plus chez moi à New York qu'à Clermont-Ferrand. Donc, c'est tout à fait ce qu'aurait dit un agent romain, ce qu'aurait dit une personne romanisée par les Romains, donc un otage typiquement d'une civilisation subordonnée par les Romains, qui est formée à Rome. Et bien là, c'est pareil, on les forme à Washington, on les forme à Georgetown, on les forme à la Columbia University, on les forme avec le programme des Young Leaders. Certains se rebiffent, vous avez d'anciens Young Leaders qui se rebiffent, typiquement Yves Pozzo di Borgo, c'est un bel exemple, mais Chirac était pas mal non plus quand il s'est rebiffé en Irak, même si, en effet, des analystes comme Pierre-Yves Rougiron vous diront à raison qu'il a fait faire le beau discours, mais que ça n'a pas vraiment tellement été suivi des faits, mais c'était déjà suffisant pour que la CIA ait envie de dégommer la Chiraki et qu'elle y parvienne. Donc, il y en a qui se rebiffent, comme Attila, comme Arminius, qui est le Vercingétorix allemand, germain, quoi. Mais, bon, et la bataille de Teutobourg, c'est Arminius. Donc il y en a qui se rebiffent, c'est pour ça que je vois beaucoup de bas de plafond qui disent « Ah bah machin, il a été Young Leader, donc c'est forcément de l'opposition contrôlée. » Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous avez des Young Leaders comme Yves Pozzo di Borgo, comme Jacques Chirac ou comme Nicolas Dupont-Aignan, très bon exemple, qui se sont rebiffés. Et qui, pour cette raison, se sont fait tabasser dans les médias, même histoire, parce que la CIA n'a pas tellement apprécié de voir ça. Bah, cette romanisation, cette américanisation fait qu'il y a des provinces américaines. L'Union européenne est un très bon exemple. L'Union européenne aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est l'Empire romain d'Orient, pardon, l'Empire américain d'Orient. Vous avez l'Empire américain d'Occident, Washington, l'Empire américain d'Orient, Bruxelles. Et c'est bien pour ça que aujourd'hui l'Union européenne mène la guerre pour, si vous voulez, on behalf, quoi, pour le compte de l'Empire américain face à l'Ukraine. Et c'est pour ça qu'on nous parle de mobiliser, qu'on nous parle d'envoyer des gars à Odessa. Enfin, c'est normal, c'est les gouverneurs de province. Macron est un gouverneur de province, c'est la province France. Il est gouverneur, il se paye au passage, il gagne de l'argent, de l'influence, tout le monde est content. Les oligarques sont contents. Alors évidemment, les oligarques, quand vous êtes dans le camp américain, on dit juste philanthrope, on dit pas oligarque. Au pire, on dit milliardaire, mais en général, on dit philanthrope, comme Bill Gates ou comme George Soros, qui est un philanthrope tout à fait remarquable. Bon, il a juste étranglé sa femme, il a dû payer pour ça, il a dû plaider coupable, mais bon, c'est un philanthrope absolument remarquable. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait George Soros? Il paye des juges aussi, c'est ce que lui a reproché Ron DeSantis en Floride, qui a dû destituer un juge parce qu'il était trop sous influence de George Soros, et c'est clairement ce qu'a affirmé DeSantis à l'époque dans son processus de destitution. Donc, vous avez l'Empire américain, qui est en guerre civile, mais il est en guerre civile froide, larvée. C'est bien, c'est tant mieux, ça fait moins de morts. Mais il est en guerre civile, ça je vous le garantis. On a Donald Trump qui est un Jacksonien. Lui, son modèle, c'est Andrew Jackson, qui était déjà un représentant d'une sorte de guerre civile contre des intérêts, c'était plutôt bancaire. Andrew Jackson, c'est comme Abraham Lincoln, c'est comme Kennedy. Il y avait une vraie lutte contre les intérêts bancaires. Donald Trump se revendique comme jacksonien. D'ailleurs, il avait fait afficher le portrait d'Andrew Jackson à la Maison-Blanche. Et réellement, il a amorcé une guerre civile, mais une guerre civile larvée. Avec le trucage des élections, donc j'insiste, trucage parce que au minimum, il y a eu ce qu'on appelle un foul play, un trucage médiatique. Y a-t-il eu trucage dans les votes? Par le bourrage d'urnes, par le trucage des machines à voter? Pour moi, c'est extrêmement plausible, mais même sans ça, même si vous ne croyez pas en ça, vous avez le droit de ne pas croire en ça, bien entendu, qu'il y a eu trucage dans les machines et trucage par le bourrage d'urnes. Il y a eu trucage médiatique, et ça c'est un fait qui est complètement indiscutable aujourd'hui. Ça c'est plus une question de croire ou de ne pas croire, c'est factuel. Il y a eu de la censure d'une affaire qui avait trait à discréditer le clan Biden, parce qu'il est corrompu, parce que Hunter Biden est un cocaïnomane pédocriminel, et que son ordinateur le démontre, et qu'il a, il a même eu recours à des prostituées sur l'argent de sa société, et détenu une arme illégalement, mais il a été condamné pour ça, comme je vous le disais. Et ça a été caché activement à la demande du FBI, à la demande de la CIA,
Et ça, c'est un scandale absolu de trucage. Donc le fait qu'il y a eu ce trucage, c'est le début de la guerre civile. Ensuite, vous avez la tentative d'assassinat, alors d'abord médiatique de Donald Trump, ensuite judiciaire de Donald Trump, et ensuite physique de Donald Trump, mais ça marche pas. Et là, vous avez une perte de contrôle totale avec Elon Musk qui prend le contrôle de X, c'était pas prévu. Certes, il mène pas les combats X, Y ou Z, mais ce combat, il le mène. Et ensuite, vous avez Tulsi Gabbard, RFK, qui rejoignent et J.D. Vance. Ça, c'est gravissime. Donc là, c'est la guerre civile. Donc, vous avez les Pompée ou ensuite les Marc-Antoine dans la deuxième guerre civile romaine, qui se barrent et qui créent des bases de repli, le Brésil et l'Union européenne. Vous avez Pavel Dourov qui est inculpé et sous contrôle judiciaire aujourd'hui en France. On dit mise en examen maintenant, on dit plus inculpé, mais vous voyez bien qu'on devrait dire inculpé puisque la presse a déjà dit qu'il était sulfureux. Mais d'accord, alors Patrick Drahi n'est pas sulfureux, mais Pavel Dourov est sulfureux, très bien. Eh bien, d'un côté, on voit ça en Europe, de l'autre, on le voit au Brésil. C'est le deep state internationalisé qui crée ses bases de repli dans l'Empire américain. Il ne va pas les créer en Russie, évidemment, ces bases de repli. Il ne va pas les créer non plus en Inde, puisqu'aujourd'hui, Modi a repris le pays. C'est bien pour ça qu'il est diabolisé en Union européenne, bien sûr. Modi est considéré comme un affreux diable. Et certes, étant musulman moi-même, je ne peux pas sanctionner la façon dont il traite les musulmans en Inde, je le reconnais. Mais en termes de souveraineté, l'Inde revenait de très très loin, avec l'influence de Monsanto, Bhopal, etc., Union Carbide. Et bien l'Inde a repris sa souveraineté, tout en restant globalement une démocratie, ce qui n'est pas le cas de la Chine, par exemple. Donc, in fine, l'État profond américain ne pouvait pas se replier en Inde, ou se replier en Chine, ou se replier en Russie. Donc, il se replie où ? En Union européenne, où d'ailleurs, on essaie de continuer d'agir en Ukraine, même si Trump est élu. On a déjà envisagé cette possibilité. Et donc au Brésil, et le représentant de l'État profond au Brésil, c'est Moraes, parce que lui, c'est un actif de la CIA 100%. Il a dégommé Lula quand Lula s'opposait à la CIA. Il l'a fait ressortir quand Lula est devenu un pion de la CIA. Il a dégommé Bolsonaro quand Bolsonaro s'opposait à la CIA. Peut-être qu'il arrêtera de le dégommer si Bolsonaro décide de collaborer. Vous savez, c'est plata ou plomo, sauf que au lieu d'être plomo un assassinat, et on sait bien que la CIA peut vous assassiner, typiquement Mossadegh, et le coup d'État de 53, donc faut vraiment arrêter de dire que la CIA ne peut pas faire de coup d'État et que la CIA ne complote pas. Eh bien, c'est pas tellement vous buter, c'est buter votre personnage, c'est buter votre réputation. On le voit avec Juan Branco typiquement, dont la page Wikipédia aujourd'hui est une full character assassination, pour cette raison. Et c'est vraiment détruire votre personnage, mais ensuite, si vous décidez de collaborer, là, tout redevient normal. Là, vous pouvez être un ancien nazi, vous serez un héros. La CIA a ce pouvoir-là, parce qu'elle contrôle beaucoup de rédactions de presse. Le problème, encore une fois, c'est qu'Elon Musk, il est en train d'ubériser la presse avec X et Grok, et que donc, il a créé une faille dans la narration. Et bien ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Brésil. Donc, Alexandre de Moraes a interdit X. Il a ensuite fait quelque chose qui est complètement illégal. Mais bon, il s'en fout, il est en roue libre, le mec. C'est le plus puissant. Donc il dit, la loi, c'est moi. On a vraiment le côté Judge Dredd. Donc c'est un mélange de Judge Doom, Judge Dredd, Voldemort et Palpatine. Avec vraiment le côté, nous allons surveiller votre carrière avec beaucoup d'attention, jeune Anakin. C'est-à-dire la CIA a surveillé la carrière de Lula avec beaucoup d'attention, puis au moment où il était prêt à basculer, ils se sont occupés de son cas. Pareil pour Dilma Rousseff. Donc, vous voyez en fait aujourd'hui des décisions qui sont illégales, par exemple, bloquer les comptes de Starlink, de SpaceX. SpaceX, donc, qui opère Starlink, le système d'internet par satellite au Brésil, ils ont bloqué les comptes. C'est interdit, ça n'a rien à voir avec Twitter X, mais ils l'ont fait. Et donc c'est pour ça qu'Elon Musk a posté sur X une image générée par Grok où on voit Moraes derrière les barreaux. Il lui a dit « Écoute-moi bien », et ça c'est là vraiment qu'on voit le bras de fer qui s'est engagé, « Écoute-moi bien Alexandre, cette image va se produire pour de vrai ». Là on a quand même Musk qui sort ça. Et encore une fois, les gens disent « Non mais il faut respecter les règles, les lois du Brésil. » Mais c'est Moraes qui les respecte pas. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est l'association du barreau. L'association du barreau, les avocats quand même brésiliens, on dit « Mais voilà, qu'est-ce qui se passe là ? Vous respectez pas du tout la constitution brésilienne. » Par exemple, Moraes a dit que ce serait plus de 8000 dollars, pas des réals, dollars, pour quiconque utiliserait un VPN pour aller sur X. Or, problème, on a vu
Il y a des membres du gouvernement du Brésil qui sont allés sur X. Ah, et vous croyez qu'ils vont être condamnés, eux? Je ne crois pas. Donc oui, il faut respecter les règles. Ah, ça, c'est ce qu'on vous dit quand on vous met par Pavel Durov en prison. Mais quand vous avez l'affaire Benalla, il y a non-lieu, parce que tout va bien, parce que de faire disparaître un coffre-fort bourré de preuves dans une enquête judiciaire, bon, ça c'est pas grave, ça c'est non-lieu, on est entre gentlemen. Par contre, quand c'est ce sulfureux Durov, alors là, oui, là c'est 20 ans de prison minimum. Ouais. Donc, bon, Alexandre de Moraes aujourd'hui viole la loi brésilienne. Le coup du utiliser un VPN, c'est vraiment du terrorisme, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en Europe. En Europe, vous allez voir la même chose. Utiliser un VPN va devenir interdit. Regardez comment Ursula von der Leyen, de toute façon, a interdit Sputnik et RT. Donc, et sans aucun vote. En contravention du droit du public à décider de son choix de source d'information, qui était quand même complètement honoré pendant la guerre froide. Donc, c'est un laboratoire de confiscation de liberté publique, ce qui se passe au Brésil. C'est d'autant plus intéressant que c'est la première lettre des BRICS, que la CIA n'aurait pu faire ça dans aucun des autres BRICS, mais que d'autres BRICS l'avaient fait, interdire X, mais à l'époque où X était contrôlé par la CIA, et que c'est cette inversion complète. Quand X était contrôlé par la CIA, et ben évidemment, quand Twitter était contrôlé par la CIA, quand la Chine l'interdisait, oh, tous les médias, mon Dieu, pas de ça chez nous, attention, pays de la liberté. Quand la Chine créait le grand firewall de Chine, pour justement empêcher l'utilisation de VPN, et la Chine poursuit même ses ressortissants à l'étranger pour ça, et peut faire pression sur leur famille pour ça, et bien là, évidemment, les médias américains, qui rêvaient de faire un coup d'État en Chine avec notamment le Falun Gong, étaient les premiers à vous dire « mais bon, c'est scandaleux, ça n'arriverait pas chez nous ». Et maintenant que Musk a récupéré X, là, il faut l'interdire au contraire, dans une démocratie qu'est le Brésil, mais qui est aujourd'hui en plein virage autoritaire. Alors pour protester, les gens s'organisent au Brésil, et pas que. À l'extérieur, par exemple, eh bien, vous avez beaucoup d'utilisateurs de VPN qui ont mis leur VPN au Brésil pour pouvoir consulter Twitter X et pour emmerder les pouvoirs publics. C'est assez marrant de voir que le film Brasil, qui était une synthèse notamment de l'œuvre d'Orwell et donc de 1984, mais pas que, par Terry Gilliam, Brasil, c'était au Brésil, aujourd'hui on y est. Donc autant 1984 est devenu réel, autant Brasil aussi semble se réaliser, et on voit vraiment donc ce changement complet de polarité, à savoir, en définitive, quand on interdisait X avant, c'était pour se protéger de la CIA, et maintenant, c'est la CIA qui interdit X pour se protéger elle-même.